Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. C'était mieux avant. Combien de fois a-t-on pu entendre cette formule? Alors en l'examinant de plus près, elle signifie que les saveurs d'antan, la douceur de vivre, le confort, le bien-être d'hier sont de loin préférables à ce qui est vécu aujourd'hui, ce qui est absolument compréhensible. Afin de conjurer le sort, je vais vous avouer une de mes stratégies, la prose positive. Cela consiste à mettre en mots soleil et espoir. Démonstration, ce sera encore mieux demain. Évidemment, je m'appuie aussi sur le programme de la transition. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du CNTFCH, avec Jean-Pierre, avec Philippe, avec Bruno. Ah oui, c'est entre messieurs ce soir, et avec vous, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais juste commencer pour vous donner une information, pour vous montrer à quel point on nous raconte des bêtises au niveau de l'Europe de l'Ouest. C'est que j'ai parlé cet après-midi avec un ami qui est dans les affaires et qui est lui-même ami avec une personne qui s'est installée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et donc, il m'a expliqué que ce n'est pas du tout, la vie en Russie, c'est pas du tout ce qu'on imagine ici en Occident. Non seulement ils sont maintenant dans des locaux ultra modernes, les salaires sont 3 fois plus élevés qu'en France, et avec 50 €, on peut faire ses courses pour le mois. En plus de ça, les gens vivent très très bien, ils sont très contents et ils adorent Poutine, tout simplement parce que leur niveau de vie a été multiplié par 20 en 25 ans. Voilà, un petit peu les informations que j'ai eues. Et il n'a pas du tout, mais pas du tout envie de rentrer en France, ce monsieur. Bah oui, il n'est pas tout seul dans ce cas-là, hein. On a d'autres exemples. Alors, on se demande toujours si ce sont des personnes qui sont acquises par nature ou si effectivement elles sont tombées sous le charme réel, hein, d'un pays très attirant au niveau économique en tout cas. La réponse, elle commence à se dessiner cette réponse tout de même, hein. Et puis de l'autre côté de l'ancien rideau de fer, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Vous vous souvenez de cette nouvelle qui nous avait alerté et qui nous avait même inquiété, selon laquelle l'Organisation mondiale de la santé mettait sur le tapis, en tout cas, l'idée d'être la seule responsable de la déclaration des pandémies et des actions qu'il y avait à mettre en regard de ces pandémies, à savoir, par exemple, vaccination, isolement, des personnes, confinement, etc. Ça faisait frémir parce que c'était passé au-dessus de l'autorité des pays. Or, il y a eu récemment donc une réunion dans ce sens-là, hein, tout à fait, c'était prévu. Donc, comme le reste, on s'attendait à ce que ce soit voté, et ça ne l'a pas été. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce petit monde s'est quitté en se disant qu'il n'y avait pas d'accord de prix et qu'il n'y avait pas de date non plus pour en reparler qui avait été prise. Donc ça, c'est la marque de quelque chose de fort. C'est la marque de quelque chose d'important qui me fait penser un petit peu qui est de la même nature que ce qui s'est passé à l'ONU, notamment pour ce qui était d'inviter, hein, avec des guillemets, la Palestine au sein des membres de l'ONU. Il y a, je crois, simplement sur l'ensemble des membres, il n'y a que 6 membres qui n'ont pas voulu, tous les autres étaient d'accord. Évidemment, sauf les États-Unis qui ont mis leur veto, et évidemment aussi face à Israël qui a ostensiblement passé dans une broyeuse le papier de la charte de l'ONU en disant il faudra choisir entre eux et nous, en quelque sorte, hein, effectivement. Hein. Donc voilà, donc les choses évoluent dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on avait prévu au départ. Il n'y a pas question de compter les points, il n'est pas question de dire c'est en train de basculer dans un sens ou dans l'autre parce que je n'en sais rien et que globalement peu de gens le savent. Par contre, les faits sont têtus et effectivement, on s'aperçoit que tout n'était pas prêt, ne se passe pas comme cela avait été prévu par les gens de l'Occident, donc dont nous faisons partie. Hein. Je rappelle que l'Occident chrétien, l'Occident multiple, l'Occident pluriel, je ne sais plus comment on l'appelle, Monsieur Poutine. Cet Occident qui est composé de l'Europe de l'Ouest ou de l'Est pour partie, et qui est composé évidemment de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Eh bien, cet Occident-là, il est en train de se faire battre en brèche par les BRICS. Vous savez ce que c'est que les BRICS, hein? Donc, c'est tous ces pays qui sont en voie de développement fort, voire même très fort, selon l'exemple que vient de nous donner Bruno avec la Russie. C'est la même chose avec la Chine, qui essaye de jouer le rôle d'arbitre en ce moment sur différents théâtres. Et qui se fait pour l'instant encore mal parler par les États-Unis d'Amérique et qui ont conservé de mauvaises habitudes de comportement, mais qui seront, à mon avis, ramenés à la raison si jamais ils décidaient de passer outre un certain nombre d'avertissements qui ont été lancés par M. Xi Jinping. Donc voilà, donc on est sur un terrain non pas mouvant, mais qui est en train de glisser, de faire des bosses et des creux, ce qui nous annonce soit une immense période de paix à venir que nous appelons de nos voeux, évidemment, hein, par laquelle, eh bien, effectivement,
tout le monde sera dans la joie. Alors, je vais essayer de vous lire un texte d'ailleurs qui est sorti. Il va falloir faire des liens entre la violence en paroxysme que nous vivons en ce moment, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas vous rappeler, excusez-moi, l'Ukraine plus Gaza. Ça, c'est la violence en paroxysme. Et la fin d'une guerre perdue par le nouvel ordre mondial. C'est l'un étant le miroir de l'autre, hein. Et le début du changement de paradigme par l'amour généralisé entre les gens de toute race en vue du bonheur pour tous à base de démocratie. Voilà. Donc ça, c'est l'enchaînement des faits qui sont en train de s'enclencher avec des effets cliquets, c'est-à-dire qu'on avance mais on recule plus, on ne recule plus. Voilà. Donc ça, c'est des choses très importantes qui sont en train de se passer. La deuxième option, bien évidemment, c'est que tout ça serait du leurre, serait du rêve, et que à partir de là, effectivement, on sera réduit de 90%, les 10% qui resteront se serviront d'esclaves aux grands méchants, etc., etc. Donc on a un scénario d'horreur opposé à un scénario d'immense bonheur. Il semblerait que le nombre faisant quand même la victoire, eh bien, il semblerait que ce soit le deuxième scénario de l'immense bonheur qui soit à l'horizon, hein, qu'on voit se pointer à l'horizon, rien n'est gagné, mais beaucoup de gens pensent à l'avenir et nous disent à peu près ce que nous disons depuis le début d'ailleurs au sein du CNTF-CH, hein, c'est-à-dire que voilà, il faut commencer nous-mêmes à se projeter dans un avenir que nous appelons de nos voeux. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter sur les politiciens pour nous fabriquer un nouveau paradigme, on va se le faire nous-mêmes à partir d'une procédure démocratique qui commence par ce que j'appelle le bas, c'est-à-dire les mairies, tout simplement les mairies. À partir des mairies, on va pouvoir déjà exprimer un certain nombre de vœux et on va pouvoir faire avancer les choses et on va pouvoir les voter et on va pouvoir les faire mettre en œuvre. Autrement dit, la responsabilité qui sera celle des êtres humains, qui sera une responsabilité toute nouvelle, puisque jusqu'à maintenant, on a vécu plus en esclaves qui attendaient la manne du gouvernement qui voulait bien leur envoyer ce qu'on appelait pardonnez-moi, ce qu'on appelait le truc social, quoi, la welfare states, l'État social, qui redistribuait les impôts auprès des plus pauvres et des plus démunis, etc. Tout ça, c'est derrière nous. Et ça va se passer différemment dans le nouveau paradigme où chacun aura l'initiative d'être heureux par lui-même, à qui on va donner à chacun des moyens techniques, des moyens financiers pour être totalement autonome, aussi bien physiquement qu'économiquement, qu'intellectuellement, que la santé et que l'énergie, surtout l'énergie. L'énergie sera un coût tout à fait remarquable. Prenons un exemple tout bête au niveau de l'énergie. Si toutes les voitures se mettaient à rouler à l'éthanol, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'on n'aurait plus besoin du pétrole, il se passerait qu'on n'aurait même pas besoin d'hydrogène. Mais est-ce que c'est un futur, l'éthanol? Non, non, c'est un présent, ça existe maintenant. Donc il y a toute une série de choses qui existent déjà, qui sont plus ou moins en test sur la planète. Il n'y a que quelques voitures qui sont équipées en standard de l'option éthanol, mais par contre, qui se développent sur le marché, vous avez toute une série d'adaptateurs qui permettent d'adapter sur votre véhicule, quel qu'il soit, des solutions à l'éthanol où vous payez, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai plus en tête le prix du litre d'éthanol, mais c'est ridiculement bas par rapport au prix du litre de carburant. Voilà. Donc ces solutions, elles existent, qui vont rendre tout le monde autonome, qui vont faire en sorte qu'avec, comme le disait tout à l'heure Bruno fort justement, avec 50 euros, on peut faire ses courses pour la semaine. Eh bien, avec 50 euros, on va pouvoir faire le plein pendant un mois, par exemple. Ça change tout par rapport à faire le plein toutes les semaines. C'est 4 fois. Voilà. Donc, Et je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis, Philippe. C'est oui. que j'ai vu aussi un reportage où se présentait un trader à Moscou. Un trader qui vit dans des immeubles encore plus modernes que la City de Londres et qui expliquait que l'avenir de la place financière de Moscou va être énorme par rapport aux BRICS, justement. Et il est possible que le changement de système, que le changement de paradigme dans le monde entier vienne par la voie de la finance, par la nouvelle finance décentralisée qui est en train d'envahir le monde, c'est-à-dire par les crypto-monnaies, par des systèmes de monnaie libre, tous les systèmes qui ne passent pas par les banques. C'est-à-dire que petit à petit est en train de se faire à bas bruit une révolution financière, étant donné que les banques sont pratiquement toutes en faillite actuellement, et aussi les États avec des dettes absolument astronomiques, ces dettes qui elles-mêmes sont des dettes en réalité complètement virtuelles parce qu'elles ont été créées par le système financier monté par la Fed depuis 1913 et qui est en train de se casser la figure.
Alors, merci Bruno, on va peut-être passer à- aux L'actualité exemples en image, d'images de Sylvain, et puis après, on abordera notre sujet du soir tout de même. je suis complètement d'accord, l'actualité en image. J'ai également aussi une petite actualité à diffuser. AstraZeneca se retire pour effet secondaire grave. Alors, question évidemment, qui va payer? Allez, on regarde l'actualité en image et on se retrouve juste après. Pourquoi quand un homme riche ou une star ou même un médecin a un cancer, il guérit en moins de 6 mois? Eh bien la réponse est très simple. On a développé des médicaments qu'on ne donne qu'aux riches, qu'aux stars ou qu'aux médecins. C'est les 3 catégories de personnes qui ne meurent jamais de cancer. D'ailleurs, je vais te donner quelques exemples. Le premier, par exemple, un homme un peu riche, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple. En 2011, n'est pas mort du cancer du pancréas. Il continue à fabriquer des téléphones. Bob Marley, par exemple, en 1981, tout le monde a cru qu'il était mort d'un mélanome, mais pas du tout. Il continue une carrière, sauf qu'il a changé de look, et maintenant, il se fait appeler Maître Gims avec les grosses lunettes. Chadwick Boseman, par exemple, Black Panther, il n'est pas mort en 2020 d'un cancer du côlon, pas du tout. Maintenant, il incarne Spider-Man, sauf que comme il est masqué, on voit pas que c'est lui. Bon, pour être plus sérieux 2 minutes, ça, c'est une théorie qui est complètement fausse, et au moins en France, que tu sois riche ou pauvre, tu seras soigné de la même manière, avec le même sérieux. Et en plus, pour les maladies rares, donc qui peuvent nécessiter des soins coûteux, il y a une liste de 30 maladies qu'on appelle les affections à longue durée, qui sont prises en charge à 100% par la Sécu. Voilà pour l'actualité en image. Un petit peu de dérision, un petit peu de légèreté pour commencer la semaine. Pourrait-il qu'il y ait des médicaments chers ou pas chers d'ailleurs qui puissent guérir du cancer? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il serait limité à ceux qui peuvent se les payer? J'ai envie de dire oui, dans la mesure où on ne serait pas mis au courant évidemment. Donc il est possible qu'il y ait effectivement des médicaments miracles, mais je n'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est le genre d'information qui fuite extrêmement vite par tous les bouts, si je puis dire, et que si c'était le cas, on le saurait. Ça créerait un scandale. C'est extrêmement difficile de détenir ce genre d'information sous le boisseau. Voilà, enfin, de mon point de vue, en tout cas. Donc voilà, Alors, donc un peu d'humour, ça fait du bien. n'oublie pas, Philippe, qu'il y a quand même des techniques qui ont été mises sous le coude volontairement, comme la machine de Prioret ou certaines techniques électromagnétiques qui ont été complètement cachées et occultées, parce que justement, elles pourraient apporter un point positif. Je veux peut-être pas aller jusqu'à dire guérir, mais elles pourraient lutter d'une façon efficace contre certains cancers. Mais ça n'arrange pas du tout Big Pharma. Il se dit que le cancer fait vivre beaucoup plus de gens qu'il n'en tue. Hein, voilà, économiquement, bien sûr. Alors, je vais prendre la parole, si vous me le permettez. Qu'est-ce qu'une forfaiture? Eh bien, je vais prendre l'exemple. On n'a pas voulu de l'Europe, on nous l'a imposé. C'est une forfaiture. Aujourd'hui, nous allons déclarer qu'il y a 2 forfaitures et c'est le sujet que nous allons étudier. Oui, tout à fait, oui. Sylvain, on a découvert que non seulement, comme nous disons depuis très longtemps et nous le dénonçons depuis plusieurs années au Conseil national de transition français canal historique, en 2005, le référendum de la France, où les Français ont dit non clairement donc au traité de la Constitution européenne, a été totalement violé en 2008 par Sarkozy avec le traité de Lisbonne, qui n'était que la reprise de ce qui était proposé au référendum de 2005. Donc, l'article 16 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a été violé clairement. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a découvert une deuxième forfaiture, c'est-à-dire que Sarkozy n'a même pas ratifié ce traité. Donc, il n'a jamais été ratifié. Donc, il est doublement inefficace et illégitime. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Alors, effectivement, moi, ce sur quoi je veux rebondir, c'est sur la notion de légal ou de légitimité en ce qui concerne effectivement ce qui s'est passé en 2008. Et il y a des avis évidemment différents, selon de quel côté on se situe. On a envie de dire que 2008, c'est une forfaiture, c'est ce que nous disons nous au sein du CNTFCH. D'autres disent non, c'est légal, mais c'est moche, mais c'est légal. Parce que les représentants du peuple sont habilités à voter à la place du peuple. Alors ça, c'est un argument
C'est un argument qui mérite d'être considéré, mais est-ce que celui qui est mandataire veut se faire représenter par celui qui est mandaté par lui, en l'occurrence le Sénat, le sénateur ou le député ou le député, et est-ce que c'est logique que cette décision des représentants passe par-dessus la volonté du peuple, alors que justement on a affaire à un peuple souverain et qui est attaché à sa souveraineté comme c'est déclaré dans sa constitution. Alors, nous disons au sein du CNTF-CH que chacun peut avoir son point de vue, mais qu'en droit, là, il y a forfaiture et il n'y a pas moyen de tourner autour du pot, comme on dit. Hein. C'est difficile de dire que c'est pas vrai quand c'est vrai, quoi. Voilà. Et il y a des personnes très sérieuses. Je vais citer Monsieur Juillet, ancien président de la DGSE, je crois, hein, en tout cas fondateur, et qui est aujourd'hui en retraite, mais qui répondait, je crois, sur Télé Liberté, sur ce sujet-là très précis de 2008. Il disait la chose suivante: eh bien, légalement, tout était absolument légal. Par contre, d'un point de vue moral, il y avait beaucoup à dire. Bah, Monsieur Juillet, je ne soupçonne pas d'être un touriste ou d'être quelqu'un d'ignorant en matière de droit, mais là, il s'engage dans une direction qui n'est, à mon sens, à notre sens, pas la bonne, quoi. Il n'y a pas eu de légalité de cette forfaiture. Bien au contraire, c'était une simple forfaiture. Et là, le fait de dire que c'en est pas une, alors que c'en est une, vous rassurez tout le monde. L'autorité de ce monsieur est telle que tout le monde a entendu, y compris les gens qui sont de notre côté, que c'était pas une forfaiture et que c'était pas illégal. Si. Il faut faire attention à ce qui se dit. Et nous donnerons à monsieur Juillet un droit de réponse, s'il le souhaite, sur cette antenne ou ailleurs, pour en discuter, parce que c'est un point plus que fondamental. Voilà ce que je voulais compléter. Et puis dire effectivement que ce qui s'est passé, c'est que M. Sarkozy n'a donc pas signé, paraphé le fameux traité en question. Alors la question qui se pose évidemment, c'est pourquoi, alors que tout le poussait à le faire, y compris des collaborateurs dont c'est le métier de dire aux grands patrons qui ont été élus: mais monsieur, il faut signer le papier, hein, c'est dans la loi, c'est comme ça. Donc il a forcément été sollicité plusieurs fois pour signer ce papier, qui n'a finalement jamais signé. Alors, est-ce qu'il faut rapprocher ce fait du fait suivant, alors qui est que lorsque Monsieur Sarkozy a été au pouvoir, il a mis très peu de temps à supprimer la loi sur la haute trahison en France. Il n'y avait plus de haute trahison, ça n'existait plus. Ça est terminé. Grâce à Monsieur Sarkozy, plus de haute trahison. C'est quand même étrange. Quand on fait le parallèle avec cette décision de suppression de la haute trahison et ce qui s'est passé en 2008, il y a de quoi se poser des questions, comme disent certaines personnes. Et nous, au sein du CNTF-CH, on dit il y a de quoi creuser et il y a de quoi trouver des réponses. Voilà. Sur ces belles paroles, excuse-moi Philippe de le dire ainsi, mais nous allons essayer de faire intervenir Jean-Pierre. Jean-Pierre, serais-tu d'accord d'intervenir? Je suis d'accord. J'ai Génial. pas vraiment d'idée sur. Pour moi, il y a une triple forfaiture dans le sens où des gens ont vendu les biens publics alors que dans notre Constitution, ils étaient censés les protéger. Donc ça commence déjà bien avant 2008. Puis alors 2008, cerise sur le gâteau, on en rajoute une double. Alors je regarde ça avec amusement, dans le sens où je n'y peux rien. C'est les actions des autres. J'ai cru à l'époque naïvement que c'était par bonté que les gens se dévouaient à faire n'importe quoi. Je confesse mon erreur, c'était très naïf. Alors maintenant, qu'est-ce que j'y peux? J'y peux pas grand-chose, sauf de regarder avec humour et de me dire, après tout, j'ai un corps. Est-ce que c'est juste de le traumatiser pour ce que font les autres, ou est-ce que je peux plaisanter et voir les choses du bon côté? Alors, le bon côté de toute leur forfaiture, c'est que nous sommes rassemblés. Serions-nous rassemblés si d'autres n'avaient pas fait n'importe quoi? J'en doute, je ne connaîtrais ni Sylvain, ni Philippe, ni Bruno, ni vous. Je ne serais pas ici devant vous, je ne sais pas où je serais. Donc, tout est bon. Il suffit de savoir le prendre du bon côté. Même un cactus, on peut le prendre avec les mains très ouvertes pour être sûr de ne pas se piquer, ou alors on peut se précipiter dessus, et là, ça fait mal. Eh bien, voilà comment je prends les choses. Merci de m'avoir entendu, et paix à vous, paix pour le monde entier, et paix en moi, si c'est possible. C'est pas toujours facile. Ce fut un réel plaisir. Merci à toi Jean-Pierre. À qui passons-nous la parole?
Alors moi, je vais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, c'est qu'effectivement, toutes ces forfaitures successives, toutes ces atteintes à la liberté, toutes ces trahisons qui sont faites et qui sont de plus en plus visibles, faites aussi bien dans la France qu'au niveau de l'Europe tout entière par rapport à Bruxelles, font que les peuples de plus en plus s'unissent entre eux d'une manière plus forte dans chaque pays. C'est-à-dire que on revient à l'idée qui avait été défendue il y a déjà des années, notamment par Philippe Séguin et par le général de Gaulle, de l'Europe des nations, où chaque peuple s'unit d'une manière interne pour protéger son pays. C'est pas contradictoire d'avoir une Europe à partir du moment où le marché européen existe, mais en respectant la souveraineté des nations. On ne peut pas avoir deux souverainetés qui coexistent. On ne peut pas avoir la souveraineté d'un pays comme la France et la souveraineté européenne. C'est pas possible. Deux souverainetés, ça n'existe pas. Et ça, tous les gens qui ont mis en place le système européen actuel ne l'ont pas compris, ou alors ils l'ont tellement bien compris qu'ils ont créé une dictature, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un certain nombre des gens qui ont créé au départ l'Europe étaient des anciens ou des fils ou des gens de famille d'anciens nazis. Donc, en fait, on s'aperçoit que le système, il est voué à l'échec, étant donné que les peuples, surtout en Europe, veulent garder la plupart du temps leur souveraineté. Et ça commence à grincer des dents quand ils s'aperçoivent que la souveraineté, on leur vole. Et c'est ce qui se passe notamment en France. Et donc, à partir de là, les gens doivent se réveiller. C'est pour ça que nous, on fait tout pour les informer au niveau du Conseil national de transition français, canal historique, pour que toutes ces forfaitures successives, parce qu'il y en a eu bien d'autres après, il suffit de parler de toutes les lois liberticides au moment du Covid, etc. Mais il continue d'y en avoir tous les jours. Donc, un jour, la goutte d'eau va déborder du vase et à partir de là, les peuples vont commencer à bouger et je pense que le peuple français sera dans les premiers à bouger parce que, quelqu'un l'a encore dit il n'y a pas longtemps, les Gaulois sont réfractaires et ils ont raison de l'être. J'ai une petite expression pour dire à peu près la même chose. Tout a un point de rupture, ce n'est qu'une question de temps. Oui, Exactement. point de rupture, Gaulois réfractaire. Alors moi, je suis pas si certain que ça qu'il soit réfractaire parce qu'il y a trop longtemps qu'il nage dans le welfare state, hein, c'est l'État-providence qui se substitue à toutes leurs décisions. Alors ça a un côté pratique, hein, je n'ai pas à m'occuper de quoi que ce soit, on s'occupe de tout à ma place. Et en même temps, je perds mon intelligence d'analyse, je perds mon autonomie, je perds ma souveraineté tout simplement. Et c'est un peu ce qui s'est passé en France en particulier, surtout ces dernières années. Et ça s'est accéléré. Et donc, on nous fait avaler beaucoup de choses avant que on ait la nausée, tout simplement. Pour l'instant, je vois pas de nausée. Hein. Je vois des gens qui essayent, dans le nouveau système qu'on cherche à nous imposer tous les jours. Je vais vous donner encore un exemple tout simple que vous avez tous en tête. C'est la réfection des travaux dans les grandes villes, ou dans les moins grandes d'ailleurs, où on voit des doubles voies qui sont limitées à 3 voies, dont une pour les vélos. Et donc, on se retrouve à des voitures serrées les unes contre les autres. Alors, avec des marquages au sol qui sont remplacés par des murets. Alors, si vous voulez être sûr de bien abîmer votre voiture, vous passez là un petit peu trop vite et effectivement, vous n'avez plus de bas de caisse. Si vous décidez de changer de fil parce que à cet endroit-là, il y avait des pointillés au sol et subitement du jour au lendemain, sans que personne n'en ait été prévenu, on s'est remplacé par un muret, je peux vous garantir qu'il y a de la tôle qui va se passer au niveau des bas de caisse également. Donc voilà, tout ça est en train d'arriver à bas bruit, comme disait tout à l'heure Bruno, effectivement, mais ça se fait selon des plans qui ont été élaborés il y a des années en arrière. Ça se fait pas du jour au lendemain, ce genre de planification. Donc voilà ce dans quoi nous vivons. Et on critique, on dit c'est pas bien, mais on ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Pourquoi c'est faire? Alors effectivement, réduire la circulation des voitures en ville, on a à peu près compris ça. Mais est-ce que c'est techniquement possible, envisageable de faire du zéro voiture en ville? Est-ce qu'on va mettre les grands-mères, les personnes handicapées sur des vélos? J'y crois guère. Donc on voit pas très bien la méthode de substitution. Par contre, on voit très bien la méthode de canalisation, c'est-à-dire que tout le monde va au même endroit, à la vitesse qu'on a indiquée. Il n'y a même plus besoin de mettre les panneaux de limitation de vitesse. Les sols sont faits de telle sorte que votre voiture ne résistera pas mécaniquement si vous dépassez le 30 à l'heure ou le 50 à l'heure.
Donc voilà, donc il n'y a même plus besoin de nous parler, on est simplement confronté à des obstacles qui nous obligent à réduire notre vitesse ou à adopter un certain comportement. C'est sûrement le but recherché, c'est-à-dire qu'on ne fait plus appel à notre civisme, on ne fait appel qu'à notre cerveau reptilien qui répond à des réflexes. Voilà. Donc voilà un petit peu dans quoi nous sommes aujourd'hui. Alors est-ce que nous sommes des Gaulois réfractaires? Oui, parce qu'au bout d'un moment, ce type de situation risque de nous lasser. Il y aura forcément un moment où quelque chose va se déclencher, qui va mettre le feu aux poudres, comme on dit, ou qui va transformer en chiens enragés les moutons que nous étions. Hein, voilà. Alors, Et cette bascule peut se faire très vite. alors Philippe, justement, tu parles de chiens enragés. Moi, ça me fait tout de suite repenser à un Gaulois réfractaire célèbre qui a écrit il y a 3 siècles une fable. Ce Gaulois réfractaire s'appelait La Fontaine et cette fable, c'était Le loup et le chien. Et donc, dans Le loup et le chien, il montre à quel point le loup, lui, garde sa liberté, même s'il mange un petit peu moins que le chien qui est bien nourri, mais qui a ses chaînes autour du cou. Oui, alors ça, c'est effectivement le paradigme sur lequel on a vécu ces 3 derniers siècles, je suis tout à fait d'accord. Mais il est question d'en créer un autre, hein, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois libre et à la fois bien mangé. Et ça, c'est le défi que nous lançons à tous les êtres humains depuis le CNTFCH. Bon, vous l'aurez compris en écoutant cette émission, les choses avancent dans le bon sens et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Hein. Il y a également des journalistes indépendants, non pas les journalopes des mainstream, des journalistes indépendants, ils sont nombreux à dire que les choses avancent dans le bon sens. Et puis il y a surtout l'affaire Brichal, enfin ça je vous laisse découvrir par vous-même. Quoi qu'il en soit, notre prochain rendez-vous d'ici 48 heures avec le Conseil national de transition français, Canal Historique. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également messieurs, dames. Excellente soirée et à mercredi.